Salut CSF. Non. C'est moi. Je comprends. D'accord. Ok. Je vous remercie. D'accord, je le fais tout de suite. Chers spectateurs, on m'informe qu'en raison du trop grand nombre de vues cumulées sur mes dernières vidéos, je suis dans l'obligation, là, tout de suite, de vous vanter les mérites de l'un de nos produits partenaires. Eh, trop de la balle. J'étais dans ma cave, je suis tombé sur un vieux carton et vous devinerez jamais ce qu'il y avait dedans. Viens voir papa. Imaginez l'espace d'un instant qu'Internet n'existe pas. Ouais, bon, on va le faire différemment. Imaginez l'espace d'un instant qu'Internet existe, mais qui ne vous permet pas de vous renseigner sur les jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Internet sert à tout, sauf à avoir des informations sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo sont interdits sur le net. Voilà. Alors, comment faire pour savoir ce qu'il se passe au Japon? Comment faire pour avoir des news sur le prochain Final Fantasy? Comment obtenir les codes pour changer de stage dans Devil May Cry? Comment savoir si un jeu est bon ou pas? Ben, finalement, ces questions, si on modifie juste le titre des jeux, c'est un peu celles qu'on se posait au début des années 1990. En septembre 2011, le magazine Joypad a distribué son dernier numéro, le 222e. C'est dans le feuilleton que j'ai réalisé qu'il existait depuis 1991. En 91, j'avais 12 ans. Oh, misère. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas acheté un magazine de jeux vidéo, et je dois bien reconnaître que la lecture de ce numéro m'a un peu dérangé sur plusieurs points. Alors bien évidemment, ces quelques remarques sont ciblées uniquement sur ce numéro, qui était le dernier, et qui accusait peut-être un manque d'énergie de la part de l'équipe rédactionnelle, et si ça se trouve, les précédents étaient bien mieux, mais là, pour 6,50€, je me suis retrouvé avec des tests de jeux dont je me fous comme de l'an 50, des textes qui ne donnent pas envie de lire, des informations que j'avais déjà eu bien plus tôt sur le net, et pire, une espèce de séance d'autofélicitation de presque 15 pages disant à quel point les couvertures des numéros d'avant étaient super belles. Là, pour le coup, même si je voulais vraiment acheter ce magazine, 6,50€, ça m'a fait un peu mal. À titre de comparaison, j'ai trouvé un autre magazine appelé tout simplement Jeux vidéo, qui coûtait seulement 2,99€, qui avait presque 130 pages contre 75 pour l'autre, et qui était aussi foutrement plus intéressant à lire. Mais bon, là n'est pas le sujet de ce dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Si j'ai acheté ce dernier numéro du magazine Joypad, c'était surtout histoire de le remercier pour ce qu'il m'avait apporté étant gosse. Mais là, pour comprendre mes petits amis du 21e siècle, il faut retourner en 1990. Ah, 1990... On écoutait encore la musique grâce à des cassettes, pour avoir sa dose de dessin animé, il fallait attendre le club Dorothée, les téléphones portables n'existaient pas encore, et surtout, à part Nintendo et Sega, point de vue jeux vidéo, on n'y connaissait pas grand chose. Il faut dire que l'endoctrinement était de mise, et si vous penchez pour l'une des deux firmes, elle faisait tout, mais alors tout, pour vous garder et pour vous empêcher d'aller voir ailleurs ce qu'il s'y passait. Moi, tout de suite après le bon vieil Atari 2600, j'ai reçu la NES, la console 8 bits de Nintendo, avec 3 jeux. À cette époque, dans chaque boîte de jeu, on pouvait trouver un petit flyer à renvoyer afin de devenir un membre du club Nintendo. Rien de bien exaltant jusque-là, mais l'intérêt de la chose se faisait sentir quelques semaines plus tard quand on recevait un exemplaire du fameux magazine Club Nintendo. Parfois, ça devait foirer quelque part parce qu'au lieu d'en recevoir un, j'en recevais 2, voire 3 d'un coup. Même si je n'ai jamais réellement compris comment fonctionnait le système de numérotation des magazines, il va sans dire que j'attendais avec une certaine impatience chaque édition, et ceci pour 2 raisons. Déjà, mine de rien, ce magazine était complètement gratuit, on ne déboursait pas le moindre centime pour l'obtenir et regorgeait d'informations condensées sur une bonne trentaine de pages. Ensuite, et tant pis si ça me fait passer pour un idéaliste, le magazine vendait vraiment du rêve.
Il y avait au début de chaque exemplaire la liste complète des jeux sur NES et Game Boy, il y avait la présentation des jeux à venir, des tas de trucs et astuces, des tableaux présentant les meilleurs scores des joueurs partout en Europe, et même la section profil d'un joueur qui montrait la bobine d'un petit gars, ainsi que 2 ou 3 informations comme son âge et ses jeux préférés. Je ne sais pas si c'était fait exprès, mais à chaque fois, il y avait un gros boulet qui donnait clairement l'impression d'avoir été fini à la pisse. Globalement, tous les joueurs avaient pour ambition de devenir soit testeurs, soit développeurs de jeux, sauf le petit George Radosash-Levick du numéro sur Star Wars qui voulait devenir garde forestier au Canada, ou le sympathique Antoine Wojtkowski qui voulait devenir inspecteur d'assurance. À 9 ans. Non, parce que pompier ou astronaute, c'est trop classique et ça fait passer pour un con, autant faire dans l'original. Parmi les reproches que l'on pouvait faire au magazine, il y avait celui d'essayer de nous convaincre de la qualité des jeux sur Game Boy sans en montrer la moindre capture d'écran. Il faudra attendre les éditions de 1992 pour avoir à chaque fois des prises de vue de qualité. Avant ça, on pouvait se retrouver avec des pages entières sans la moindre image, juste quelques dessins foireux histoire de remplir un peu. Le problème de ce magazine était son évident manque d'objectivité. Tous les jeux qui sortaient sur une console Nintendo étaient magnifiques en tout point, exempts de défauts et par la force des choses absolument indispensables. À une époque durant laquelle les jeux vidéo n'étaient pas encore aussi démocratisés et le marché de l'occasion pas très développé, si on foirait son achat, on se retrouvait gros gens comme devant, mais en plus avec un jeu pourri entre les mains. Même si ce magazine aura su créer une communauté à l'échelle européenne à laquelle on avait forcément envie d'appartenir, son succès ne fut pas suffisant pour lui sauver la peau. Le volume 1 de l'édition 7 sera le dernier, et les joueurs qui ne l'avaient pas déjà fait devraient alors se retourner vers d'autres magazines, payants cette fois-ci, pour se tenir au courant des jeux actuels ou à venir. En matière de magazines de jeux vidéo, la référence du moment était Console Plus. Mon premier exemplaire, rien qu'à moi, fut le très célèbre numéro 12, celui avec Super Castlevania 4 en couverture. Il était accompagné d'une cassette vidéo qui vantait la puissance de la Super Nintendo, et cette démonstration technique fut décisive pour moi. Peu de temps après, je me retrouvais à jouer à ce que je considère aujourd'hui encore comme l'un des meilleurs jeux de plateforme réalisés à ce jour, à savoir Super Mario World. Il faut dire que les premiers numéros de Console Plus étaient tout bonnement géniaux. On apprenait ce qu'il se passait au Japon, on y lisait des tests clairs avec l'avis de différents testeurs, et les comparatifs étaient réellement pertinents. Là, dans ce numéro, il y avait un match sérieux entre la Mega Drive, qui était déjà sortie à ce moment, et la Super Nintendo qui n'allait pas tarder à montrer le bout de son nez. Mais grâce à ce numéro, on savait à quoi s'en tenir, et on découvrait alors les forces et les faiblesses de chaque support. Contrairement au Club Nintendo, Console Plus traitait toutes les consoles du marché, et quand un jeu était mauvais, la note était conséquente. À l'époque, comme nous n'étions pas très futés, avec mes potes, nous achetions tous ce magazine. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'on s'est dit que ce serait pas mal que seulement l'un d'entre nous l'achète et que les autres en prennent un autre histoire de pouvoir avoir 2 sons de cloche différents. Si Console Plus était si populaire, c'est justement parce qu'il ratissait large. Avec du recul, chaque numéro ressemblait à un énorme fourre-tout qui nous donnait soudainement l'impression d'avoir la science infuse et qui nous permettait alors de frimer dans les cours de récréation. Très vite, le magazine a montré quelques failles assez incroyables, et même si j'ai continué à l'acheter pour une raison qui m'échappe encore, je dois bien reconnaître que c'est l'un de ceux qui me plaisait le moins. À l'origine de mon énervement, il y a très certainement le principe de notation complètement con qui ne voulait strictement rien dire. Dans le numéro 12, on avait en dernière page la notice explicative avec la conversion sur 20. Sympa les mecs. À l'école, on m'a toujours appris que si je pétais un 12 sur 20, c'est que j'avais compris de quoi on me parlait, mais que j'aurais pu me fouler un peu. Le 15 sur 20, c'était un palier qui mûrissait de la relative médiocrité à l'accessible bonne note, mais que ça suffisait tout de même pour faire de moi un bon élève. Donc, 15 sur 20 ou 75%, c'est plutôt une bonne chose. Ben pas pour Console Plus. Je n'ai jamais cherché à savoir si les journalistes recevaient des instructions à ce sujet, mais plus on avançait dans le temps, et plus les notes sous 80% se faisaient rares. Alors on pourrait mettre ça sur le dos de la qualité des jeux qui serait devenue tout bonnement acceptable sans aucune fausse note. Que dalle. À en lire les avis des testeurs, à 80%, on se trouvait généralement face à un jeu moyen, voire pourri, mais qui méritait tout de même une note largement supérieure à ce qu'il semblait mériter. Les exemples ne manquaient pas, et on se retrouvait souvent avec des invraisemblances frustrantes comme un jeu à la jouabilité pourrie mais qui écopait d'un 88% en intérêt, ou alors Night Trap qui se retrouvait avec un 90% en jouabilité et une note globale de 95%. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de jouer à ce machin, mais pour vous faire une idée, on s'éclate à peu près autant à sélectionner la langue dans le menu d'un DVD que devant ce film interactif. Mais bon, les goûts, les couleurs, tout ça. Allez, pour vous faire une démonstration un peu plus parlante, là on prend le numéro 54, page 92 et 93. Deux jeux se prennent une note supérieure à 90% et on apprend en lisant les avis des testeurs qu'en fait ils sont plutôt bof-bof. Dans le même numéro, page 138, on a un jeu sur PlayStation qui se prend une caisse à 80%. Grâce à Console Plus, vous savez désormais que si vous pétez un 16 sur 20 à un examen, c'est que vous êtes complètement à côté de la plaque. Merci Console Plus.
Même si j'aimais bien la plupart des journalistes récurrents, il y a des trucs qui me saoulaient vraiment avec Console Plus, comme cette connasse de manie de toujours s'étaler sur des consoles qui ne sortiraient qu'au Japon, voire même qui ne sortiraient jamais du tout, les mecs qui fantasmaient sur des jeux qui n'étaient pas encore sortis pour finalement dire qu'ils étaient pourris lors du test quelques numéros plus loin, l'intelligence rare des rédacteurs qui prirent la décision de faire tenir le test de Final Fantasy VI sur un encart pas plus grand qu'une feuille de PQ, ou celle tout aussi contestable de créer un semblant de rubrique manga en la limitant à Dragon Ball Z, ce qui n'était pas du tout réducteur. Bon, même si Console Plus semblait être le magazine qu'il ne fallait pas rater sous peine de passer pour un gros blaire, il en existait quelques autres qui valaient, à mon avis, bien plus le coup. De toute façon, on retrouvait globalement les mêmes rubriques de l'un à l'autre, avec forcément les mêmes jeux sur un mois donné, mais comme il fallait alimenter notre imagination, plus on avait de photos sur tel ou tel jeu, mieux on se portait. Il faut aussi savoir que même si les avis étaient souvent similaires concernant la plupart des jeux, on a eu droit à quelques surprises qui n'ont pas manqué de laisser les lecteurs perplexes. Ainsi, est-ce que Final Fight sur Super Nintendo valait le coup? Un magazine lui foutait 57% quand un autre lui remettait 88%. Est-ce que Parodius sur NES méritait notre attention? On l'estimait à 90% dans un magazine, mais à 38% dans un autre. Donc là, c'était un peu au petit bonheur la chance. Dans le milieu des magazines de jeux vidéo, la concurrence faisait rage et le lecteur potentiel devait parfois se fier uniquement à la couverture des candidats pour savoir lequel acheter, même si on pouvait y lire des perles magnifiques comme Vortex qui devenait la suite de Starwing, ou quand on nous annonçait un comparatif qui permettrait de choisir entre la Jaguar, la 3DO, le Mega CD ou l'Amiga CD32. S'il vous plaît, ayons une petite pensée pour ceux qui se seront fait avoir, et non, aucune de ces consoles n'était bonne. Pour les classiques, le prix était bien souvent de 32 francs, soit presque 5 €, et parfois un petit cadeau était fourni avec. Ça pouvait être un pins, une planche d'autocollant, une figurine ou un petit livret bonus. Pour la substance même, on retrouvait donc les mêmes rubriques d'un magazine à l'autre, et elles pouvaient en gros être classées ainsi. On foutait là-dedans tous les jeux en préparation ou sortis au Japon. On ne se posait pas vraiment la question de savoir s'il y avait une chance, même infime, qu'on puisse les voir débouler en France. L'essentiel avec cette rubrique était de présenter de l'inédit et de faire rêver un peu les gamers. Chaque magazine avait sa façon à lui de le présenter, parfois c'était bazardé vite fait bien fait, sans même prendre la peine de mettre un quelconque résumé avec, parfois ça s'étalait sur plusieurs pages, et parfois c'était juste un énorme ramassis de conneries, comme toutes les spéculations concernant le lecteur de CD-ROM de la Super Nintendo, ou alors Vera Ali qui s'était d'un coup vu affublé d'un mode 4 joueurs et d'un éditeur de circuit, option que les joueurs n'auront jamais vue sur la version PlayStation. L'intérêt de ces rubriques pouvait tout de même se faire sentir lorsque l'on montrait des jeux en cours de développement. Elles étaient souvent accompagnées de tas d'illustrations et d'interviews des développeurs qui permettaient de se rendre compte du travail de titan que représentait la création d'un jeu vidéo. La plupart du temps, on y parlait des consoles du futur dont je me foutais éperdument pour la raison évoquée plus tôt. Les deux seuls articles qui m'auront plu à ce sujet auront concerné la Net Project dans le numéro 63 de Joypad et l'Enterprise dans le numéro 41 de Player One, car il s'agissait de deux bons gros poissons d'avril comme on ne sait plus les faire. Sinon, on trouvait aussi dans ce genre de rubrique tout ce qui touchait aux accessoires, comme les manettes ou les périphériques pour consoles portables, et de temps en temps, on s'aventurait vers d'autres horizons, l'occasion de se prendre une énorme claque dans la gueule. Parce que quand on se souvient qu'un jour le magnétoscope a été considéré comme high-tech, c'est qu'on commence tout doucement à devenir vieux. Rassurez-moi, vous savez au moins ce que c'est un magnétoscope. Alors maintenant, le problème ne se pose plus. Quand on galère dans un jeu, on obtient de l'aide à la demande, mais souvenez-vous, on l'a dit qu'on faisait comme si le net ne permettait pas de se renseigner sur les jeux vidéo. Et ouais, grosse galère. De ce point de vue, pratiquement tous les magazines se valaient. On pouvait y trouver des tonnes de trucs, des codes pour les game génies, et souvent une rubrique entière était consacrée aux lecteurs qui pouvaient soit soumettre leurs problèmes, soit proposer leurs astuces, voire même leurs plans. Là, c'était carrément hallucinant. Certains faisaient vraiment du travail d'orfèvre, et je me souviens m'être servi plus d'une fois de ces rubriques pour progresser dans certains jeux. Petite pensée à la carte générale très bien foutue de Zelda sur Game Boy, au plan complet de Solstice sur NES, et encore à la soluce intégrale de Chrono Trigger proposée par Joypad sans laquelle je n'aurais jamais pu finir le jeu en japonais. Même si de temps en temps l'esthétique était un peu laissée pour compte, l'essentiel était de s'y retrouver et j'adorais le fait d'aider les joueurs de cette façon. C'était bien évidemment la base de chaque magazine, il fallait juste s'adapter à la façon dont chacun d'entre eux nous présentait les jeux. Le nombre de pages accordées aux jeux testés variait vraiment d'un magazine à l'autre, ainsi que le système de notation. Il y avait la classique note exprimée en pourcentage que je n'ai jamais aimée, surtout quand les journalistes commençaient à pinailler pour 1 ou 2 points. Il y avait la note sur 10 ou sur 5 et la tête de lapin.
Oui, dans Microkids Multimédia, on forçait le lecteur à se taper un pavé aussi indigeste que rébarbatif pour lui balancer en fin de compte un avis résumé par un lapin. Je pense qu'ils ont cogité sévèrement la rédaction avant de prendre cette décision. Notez qu'il fallait être courageux. Certains magazines misaient sur l'originalité en disant aux joueurs où ils se situaient après une demi-heure de jeu, ou en comparant brièvement le jeu à un autre similaire, histoire de s'en faire une meilleure idée. Mine de rien, et même s'ils sont rares, certains de ces tests auront eu un impact assez important dans mes choix, comme celui de Rock'n'Roll Racing s'étalant sur 4 pages dans le Player One numéro 41, et suivi d'un dossier très accessible dédié à son excellente bande-son. On retrouvait aussi assez souvent une rubrique pour les tests rapides. En gros, on essayait d'y justifier en quelques lignes une note balancée au hasard avec le maigre espoir de convaincre le lecteur qu'elle était méritée. Alors pour ce qui est des jeux moyens, je ne dis pas, mais j'avoue que j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre pourquoi on collait aussi ce qui ressemblait à des bons jeux dans ce type de rubrique, surtout quand on voyait la place consacrée parfois à des jeux qui clairement ne méritaient pas la peine qu'on s'y attarde. Console Plus avait aussi un gars appelé The Killer à qui on jetait en pâture des jeux qu'on n'aurait de toute façon jamais achetés, d'où l'utilité de la rubrique. Un autre grand classique. La plupart du temps, les lecteurs se perdaient en compliments tous plus hypocrites les uns que les autres et posaient les mêmes questions à la con pour savoir quelle console était la plus mieux ou quel jeu choisir entre un jeu de réflexion et un jeu de course. Le genre de truc qu'on sait même pas comment la personne chargée de répondre faisait pour ne pas s'énerver. Ah si, parfois. La plupart du temps, cette rubrique était très largement inutile, mais on a quand même eu droit à un mémorable coup de gueule de la part d'un journaliste qui expliquait à quel point il en avait plein le cul des lecteurs qui considéraient leur avis comme une référence et unanimement impossible à remettre en cause. Ben, avec internet et le nombre de cons qui y traînent, le pauvre, il aurait largement eu de quoi se péter un ulcère. Au fil des ans, des tas de rubriques sont venues se greffer sans qu'on ne comprenne réellement leur intérêt dans un magazine de jeux vidéo, un peu comme s'il fallait impérativement les avoir juste parce qu'un concurrent avait eu l'idée un jour d'en parler. On note entre autres la rubrique cinéma, la rubrique musique, les mangas déjà abordés auparavant, et l'indispensable page consacrée aux jeux de rôle sous toutes ses formes. On pense bien que les magazines se sont adaptés au lectorat, mais j'ai tout de même été surpris de ne pas trouver une page réservée aux chaussures d'été ou aux robots ménagers dans les magazines de jeux vidéo en 2011. Parce que tant qu'à parler de trucs dont on ne connaît rien, autant le faire complètement, hein. Cependant, parfois ces articles étaient en lien direct avec le monde du jeu vidéo, comme quand on y parlait d'un film et de son adaptation sur console, ou quand on faisait le tour de table des jeux de rôle sur nos petites machines. Il y avait eu dans le numéro 41 de Player One un article très intéressant qui parlait du métier de journaliste et qui abordait sans tabou la plupart des questions que tout le monde se posait, notamment celle du salaire, et dont la conclusion était sans appel. Déjà à l'époque, espérer vivre de cette activité rentrait dans la catégorie de la douce utopie, donc aujourd'hui je ne vous fais pas de dessin. Je traduis pour ceux qui ne comprennent pas le sarcasme, si vous pensez que vous allez payer votre loyer, vos charges et votre plein de courses toutes les semaines rien qu'en postant sur internet des vidéos de vous en train de jouer à un jeu, vous allez droit dans le mur. Enfin, et pour finir, tous les magazines avaient ça en commun, une accumulation de publicités frisant parfois l'overdose. Il est bien évident qu'un magazine ne pouvait pas uniquement compter sur ses ventes pour s'en sortir, et il n'y avait guère que l'hebdogiciel, un canard aujourd'hui oublié de tous, pour avoir tenté de résister le plus possible sans mettre la moindre annonce publicitaire dans ses pages. En soi, ces pubs n'étaient pas si emmerdantes que ça, mais quand on y regarde de plus près, parfois c'était carrément abusé. Il était fréquent, au milieu des classiques annonces mettant en avant tel ou tel jeu, de se taper des pages entières vantant les mérites de certaines enseignes avec un catalogue de prix pour le prouver. On note immédiatement à ce sujet que l'une d'entre elles existe encore et que ça reste un grand mystère. Comment une enseigne qui a vendu un jeu à plus de 70 € alors qu'on pouvait trouver exactement le même pratiquement 20 € de moins chez les autres commerçants fait pour ne pas rougir de honte? Ça, j'avoue, j'aimerais bien le savoir. Quand on regarde le logo de Carrefour, on ne sait pas trop ce qu'on voit. On a l'impression de voir deux espèces de flèches qui partent dans des directions opposées. Eh bien en fait, vous ne l'aviez peut-être jamais remarqué, mais le logo de Carrefour représente tout bêtement un C. C'est bon, j'ai compris, on passe à la suite. Avec l'arrivée des 32 bits, on a observé un phénomène de masse qui laissait penser que n'importe quel pignouf pouvait sortir son magazine. On s'est alors retrouvé avec des magazines au nom de plus en plus ridicules et des mises en page qui donnaient tout sauf envie de lire. Bien souvent, la qualité des images était déplorable et je m'étais rendu compte que si j'achetais certains d'entre eux, c'était uniquement pour le CD de démo qui était souvent vendu avec. Une fois, j'ai acheté un magazine anglais qui proposait d'essayer un tour du circuit de Ridge Racer Revolution. Comme j'avais trouvé ça cool, j'ai acheté le jeu après, et j'ai un peu chialé ma race quand j'ai réalisé qu'en fait le jeu ne comportait grosso merdo qu'un seul circuit et que la démo, finalement, c'était un peu comme le jeu final avec seulement un véhicule. Merci Namco.
Néanmoins, à ce stade, le prix de vente atteignait presque 50 balles et ça commençait tout doucement à faire mal par rapport à ce qu'il y avait à lire. J'ai arrêté d'acheter ces magazines quand j'ai réalisé qu'aucun jeu testé ne me faisait envie et quand j'ai observé par moi-même un gouffre immense entre ce que les journalistes racontaient et ce que les machines proposaient vraiment. Il n'était pas rare qu'on montre des images qui n'apparaîtront finalement jamais dans la version finale du jeu, ou qu'un journaliste s'emballe méchamment pour un jeu qui au final ne fera même pas semblant d'être correct. Mention spéciale pour la preview de Blaze & Blade, peut-être l'un des jeux d'aventure les plus pourris auxquels j'ai pu jouer sur console, et pour la preview de Metal Jacket qui le présentait comme une tuerie. Vous avez déjà joué à Metal Jacket ? Non ? Vous en avez de la chance. Avec l'arrivée du net dans la plupart des foyers, les utilisateurs ont pu découvrir des tas de choses comme les pop-ups, les virus, les trolls, les gens qui vous traitent de tous les noms à tout bout de champ, et ceux qui savent tout sur tout et qui se permettent sans cesse de donner leur avis ô combien éclairé et professionnel. Mais avec l'arrivée du net, les consommateurs ont aussi pu se rapprocher, discuter entre eux, partager leur point de vue et s'improviser journalistes l'espace de quelques articles. Des communautés se sont alors formées pour permettre aux internautes de mieux se repérer et de ne plus devoir se fier aux avis parfois biaisés d'un journaliste pas objectif. Désormais, la presse papier ne fait plus le poids face au support dématérialisé. Pourquoi un consommateur se contenterait d'une série de captures d'écran quand il peut avoir en 2 clics de souris une vidéo reflétant certainement mieux la qualité globale d'un jeu ? Peut-être pour ne pas gâcher l'effet de surprise lié à la découverte du jeu. Oui, l'argument se tient. Néanmoins, la disparition du magazine Joypad me rappela plein de bons souvenirs dont en voici quelques-uns. Le numéro 46 de Joypad, justement, dont l'enthousiasme des journalistes suffit à me convaincre de la qualité de Wipeout et de Destruction Derby qui furent mes 2 premiers achats sur la console. Le numéro 25 de Nintendo Player avec son magnifique dossier sur Secret of Mana. Je crois qu'à l'époque j'avais acheté tous les magazines qui parlaient de ce jeu, mais Player One et Nintendo Player, qui étaient faits par la même équipe mais qui concernaient uniquement les jeux Nintendo, avaient vraiment fait tout ce qu'il fallait pour convaincre les joueurs de la qualité du jeu. C'était juste génial à lire. Le magazine CD Concept, que j'avais acheté à plusieurs reprises faute de trop savoir vers quel autre magazine me tourner durant cette sombre époque de n'importe quoi général. Il était bardé de pubs de cul, mais il avait des illustrations hilarantes, et c'est grâce à ce magazine que j'ai pu pour la première fois jouer à Warcraft grâce à une démo vendue avec. Merci CD Concept. Le numéro 26 de Super Power, qui trouva quand même le culot de consacrer sa couverture à chaque fou, et qui poussa même le délire jusqu'à lui mettre la note incroyable de 90%. C'est d'ailleurs après ça que j'ai arrêté de l'acheter. Et enfin, le magazine Banzai, dont le format faisait à lui seul son originalité. Le problème est que son prix ne cessa d'augmenter et que, de mon point de vue, le magazine signera son arrêt de mort en même temps que le numéro 25, qui pour le coup n'avait plus grand chose pour le différencier des autres. C'était toutefois le seul magazine qui s'adressait au lecteur en le tutoyant, et ça, quelque part, c'était assez sympa. On pourra encore parler de tous ces magazines pendant des heures, notamment si on s'amusait à faire la parallèle avec les émissions de télé du moment, ou si on se mettait à décortiquer ces fameux CD de démo vendus de temps en temps avec, mais là pour le coup ça fera presque des sujets à part entière pour d'éventuelles prochaines vidéos. Ce qu'il faut en retenir, c'est que tous ces magazines étaient animés par le même souhait de véhiculer une passion, et que même si la forme était parfois très contestable, le fond, lui, il était là et l'objectif était atteint. Les joueurs achetaient ces magazines pour apprendre des trucs, pour découvrir des jeux auxquels ils ne joueraient finalement jamais, mais toujours pour se créer une sorte de patrimoine qu'Internet se charge maintenant de préserver. Un grand merci à toutes ces équipes pour leur travail et pour avoir su la plupart du temps transmettre avec tant d'énergie leur passion, car au final, ça en aura fait des bons souvenirs.